Oui, on l'avait déjà lu, hein. J'avais dit qu'il fallait les éclater au sol, oui, c'est ça. Donc, l'histoire suivante, c'est Jouons dans les bois. Cela remonte aux années 90 dans un petit village japonais à une trentaine de kilomètres de la forêt d'Okinogahara. C'est la fameuse forêt dont on a déjà parlé. En moyenne, là-bas, une personne se suicide tous les 3 jours. Et pourtant, ces faits n'ont aucun rapport avec notre histoire. Cette dernière commence dans une petite maison isolée en périphérie du village. Les habitants ne comprenaient pas Madame Nishimura qu'elle veuille vivre ici avec ses 2 filles. C'était, avait-elle dit, pour se rapprocher plus de la forêt afin que ses enfants puissent se défouler loin du jardin de la petite maison. Et c'est bien ce qu'elles faisaient. Dès qu'elles le pouvaient, elles allaient courir seules dans les bois pour jouer avec avec des jeux de petites filles bien connues. Pourtant, lorsqu'elles allaient s'y amuser trop tard, leur mère les rappelait rapidement à l'ordre en leur disant que la nuit, la brume aurait vite fait de les égarer. C'est ça, gros. Une mère vigilante donc, mais peut-être pas assez, ou plutôt pas tout le temps. Ce récit commence vraiment lors d'une soirée d'automne. Il faisait assez froid et pourtant les 2 petites filles, Judy, 9 ans, et Maddie, 7 ans, n'étaient pas plus habillées que ça. Maddie jouait tranquillement avec sa corde à sauter tandis que Judy se balançait sur la balançoire du jardin. Leur mère, pendant ce temps-là, se démenait pour leur préparer une tarte aux pruneaux dont l'odeur envahissait peu à peu la pièce. Plus le temps passait, plus les gamines s'amusaient et elles ne vinrent pas que la nuit commençait à tomber. En effet, ce soir, c'était la nouvelle lune, donc pas de lumière lunaire pour se guider. La forêt commença à se couvrir d'une brume épaisse. Plongées dans leur jeu, à aucun moment, les fillettes ne semblèrent remarquer que le brouillard cette nuit-là était beaucoup plus épais. Ce fut à ce moment-là que la petite Judy entendit un faible craquement de branches. Elle se tourna vers le son, mais celui-ci provenait de la forêt. Elle hésitait car elle savait que si elle y allait, elle serait sermonnée par sa mère. Mais la curiosité si présente chez les enfants l'emporta finalement et elle se dirigea vers la nappe de brume. La tarte était presque prête. Il ne restait plus qu'à appeler les fillettes et elle pourrait passer à table. Elle lança donc son appel par la fenêtre légèrement entr'ouverte, mais ne reçut aucune réponse. À peine l'eut-elle refermée que les lumières vacillèrent comme lors d'une baisse de tension. La lampe de la salle à manger alla même jusqu'à griller complètement. Elle alla vérifier les plombs, mais ceux-ci n'avaient pas sauté. Ça devait venir de la ligne, se disait-elle. Elle irait bien sûr voir demain. Elle rappela ses filles, mais là encore son appel resta sans réponse. Elle décida donc d'enfiler un manteau et d'aller les chercher elle-même et de les gronder sévèrement. Elle tomba sur la petite Maddie qui regardait fixement la forêt. Elle allait s'approcher d'elle lorsqu'elle s'aperçut que Judy n'était nulle part. Elle s'avança lentement vers sa fille, la retourna et lui demanda où était sa sœur. Maddie lui répondait alors que Judy était partie avec un grand monsieur. La mère fut parcourue par un sentiment de peur et elle demanda à sa fille où elle était allée. Et la gamine leva lentement le doigt vers le bois et la mère tourna la tête et ne vit d'abord rien. Puis, en plissant un peu les yeux, elle put effectivement apercevoir la silhouette d'un homme ou dans tous les cas de quelque chose d'humain, de très grand,
qui s'éloignait dans la brume. La mère ordonna à sa fille de retourner dans la maison avant de s'élancer pour rattraper la créature. Mais lorsque la pauvre femme l'eut atteint, la silhouette s'était fondue dans le brouillard. Elle chercha sa fille aînée durant de longues heures sans succès. Le lendemain, la police du village retrouva le corps sans vie de Judy, brûlé et électrocuté avec un câble électrique dénudé entre les mains. On comprenait mieux d'où venait la baisse de tension survenue quelques heures plus tôt. Deux mirages cet après-midi au ras des maisons. J'ai dû me boucher les oreilles. On voyait les pilotes tellement ils étaient bas. Ouais, il y en a beaucoup qui passent. C'est vrai. Nous aussi, on en a qui viennent et qui passent ici au-dessus. L'histoire suivante est Dark Lullaby ou la berceuse sombre. Coucou Jérôme, c'est toi qui as gagné le concours pour, de Halloween. Donc je te contacterai en privé, sûrement dans le courant de la semaine, pour voir avec toi pour... c'est trop tard, Nancy. Il a mis le ruban enchanté. Alors, donc c'est la berceuse sombre. Un jour, quand j'étais encore petit, mon frère m'a raconté une vieille légende pour m'effrayer. La légende de la berceuse sombre ou de Dark Lullaby. Une berceuse permettant d'invoquer un monstre pendant son sommeil. Coucou Véro. Il m'expliqua que pour que ça marche, je devais chanter une berceuse au moment où je suis sur le point de m'endormir, quand je suis entre le rêve et la réalité, et qu'il fallait chanter les paroles correctement. Dark Lullaby, il sera bientôt minuit, il est caché sous son lit. Dark Lullaby, il se nourrit de mes cris. Dark Lullaby, lorsque j'ai peur, il sourit. Dark Lullaby, cette nuit, je serai fini. Dark Lullaby, je me réveillerai au paradis. D'après la légende de mon frère, si l'on chante cette berceuse, le monstre qui se prénomme Lullaby tuera la personne ayant chanté cette berceuse ou son enfant s'il s'agit d'un parent. Il sortira alors ses longues griffes pour trancher en deux le corps de la personne qui a chanté. Il laissera un message au chanteur ou à un proche de la victime indiquant qu'elle s'est fait tuer suite à sa demande. Ouais, bien sûr qu'il nous cache quelque chose. Au fil du temps, Dark Lullaby ne me faisait plus vraiment peur, au point qu'un jour, lors d'une soirée un peu alcoolisée entre amis, je défiai l'un d'eux de chanter la berceuse avant qu'on aille se coucher. Étant donné qu'ils aimaient réaliser les défis qu'on leur donnait, il le fit, tout en pensant que c'était vraiment ridicule et gamin de faire ça. Nous sommes donc tous les trois partis dormir, j'étais anxieux. Et si cette légende était réelle, pensais-je? J'en rêvais toute la nuit et je voyais Lullaby tuer mes deux amis avant de me tuer à mon tour. Mais je me réveillais en sursaut au moment où il allait abattre sa griffe sur moi. Suite à ce cauchemar, je regardais si tout le monde allait bien. Heureusement, mes amis étaient sains et saufs et dormaient à point fermé. Tu n'as pas peur de... Ben, je ne dors pas, choupi. J'avais une envie pressante, alors je me dirigeai vers les toilettes, n'étant pas rassurée du noir suite à ce rêve macabre. J'allumai toutes les lumières
et les laissa au retour. En retournant dans ma chambre, je vis avec effroi que mes 2 amis étaient décédés. Ce que je trouva sur mon lit me fit pleurer de tristesse, mais surtout de peur. Il s'agissait des 2 derniers vers de la berceuse sombre. Les lettres étaient écrites avec du sang et le trait semblait fin et tremblant, comme si la plume était accrochée au doigt de quelqu'un. Et il disait: Darculabi a pris tous tes amis. Darculabi, ce sera toi le prochain promis. Coucou Dancy. Recoucou. Il t'a mis, pour finir, comme tu ne me répondais pas et qu'il devait le mettre urgent, il a mis le ruban enchanté. J'eus à peine le temps de relever la tête et je sentis la respiration brûlante de quelque chose derrière moi, ainsi que le tintement que font des griffes qui s'entrechoquent, prêtes à s'occuper de sa victime. Voilà. Qu'est-ce que vous me dites? Je pense à ça, peut-être que l'exercice de civilité, Ryan, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas loin des plages. C'est pas grave, t'inquiète pas. J'ai paré au plus urgent. La plage est à 30 minutes. Et il se passe de drôles de choses. Hein. Il se passe de drôles de choses. Je pense que... C'est ça. C'est ça. Mais attention, Jo, il signe son mandat qu'en janvier. Oui, je suis d'accord avec toi, Caro. Il faut se renseigner avant. Oui, c'est ça. M'a viré de mon propre bureau. C'est pour ça que j'ai changé les lives. Oui, je suis d'accord. Oups, j'ai failli renverser mon verre. Mais je regarderai rien, t'inquiète. Je regarderai ça. Mais normalement, de toute façon, vous devriez recevoir des courriers, si c'est le cas. Oui, mais il n'y a pas que ça. Cuisine. C'est par téléphone. Ah, ok. C'est pas son cousin. C'est pas son cousin, c'est de la même famille, mais c'est son petit-fils, je pense. Je sais plus. Son neveu, ouais, un truc comme ça. Oui, il y a beaucoup d'arnaques, méfiez-vous. Au pire, si vous avez vraiment un doute, demandez à Brian. Demandez à Brian. Vous allez sur une de ses vidéos, vous l'identifiez avec votre question. Et puis voilà. De toute façon, il faut que vous sachiez une chose, c'est que tout ce qui est
tout ce qui est politique, il n'y a rien qui vous sauvera. C'est pas eux qui vont faire en sorte que... Voilà, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons le faire. Tout ce qui est connecté, oui, il faut se méfier. Hein. Déjà, moi, quand j'ai mis mes LED, j'ai pas eu le choix de mettre des LED qui étaient connectés avec mon téléphone. Avant, j'avais toujours eu des LED qui n'étaient pas connectés. Parce que c'est ce que l'on veut, hein, que nos maisons soient connectées. Et pour ceux qui ont vu Iris Face, il y a un épisode où tout est connecté. Au restaurant, il y a un problème de paiement, et puis ils ont un souci avec la voiture qui est connectée avec un taxi robot. Puis chez elle, elle est enfermée dans sa maison qui est toute connectée. Qu'est-ce qu'elle me raconte, Choupi? Bien sûr que ça ne sert à rien. C'est comme les compteurs intelligents. Les compteurs intelligents, ça devient obligatoire. Chez nous, il n'y en a pas encore partout, mais ça va devenir obligatoire. Ah, vous cherchez Brian. Ah, mais Brian, il est sur TikTok. Non, mais je dis ça sans déconner. Si vous avez vraiment des questions importantes, lui, il va se renseigner, il va chercher les bonnes informations, puisqu'il a accès à tout ça, et il peut vous dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de profils extrêmement sérieux sur TikTok, mais il y en a, et il en fait partie. Voilà. Et si vous n'avez pas TikTok, il y a Instagram, et vous pouvez aller lui poser sur Instagram. Oui, dans Tourloupe, ça se trouve, c'est des faux messages. Attention qu'il y a des faux appels, etc. Hein. C'est pas parce que c'est sur votre téléphone que c'est plus sécurisé. Hein. Vous pouvez recevoir, par exemple, des messages fake où on vous dit que votre colis est à tel endroit ou tel endroit, mais même par le télégramme. Faites attention à tout ça. Il y a énormément de fausses informations qui circulent. Et tant que je vous ai là, avant de prendre la prochaine histoire, faites attention à... c'est comment le nom de la secte encore? Il y a une secte qui est dangereuse, qui sévit sur les réseaux sociaux. Il y a Créatrice dedans. J'avais déjà fait une vidéo il y a 1 an là-dessus. Il est revenu en force. Je ne sais plus c'est quoi le nom. C'est ça. Eh ben, ce sont des comment on appelle ça? Des hameçonnages. Donc il faut bloquer le numéro quand c'est comme ça, Véro. Et en fait, ils font pas avec leur propre numéro, ils piratent des numéros de téléphone et vous envoient des numéros avec vous envoie des messages avec des numéros de téléphone piratés. Bon, allez, on va passer à l'histoire suivante. C'est « Il te regarde ». C'est la nuit, vous êtes dans votre lit, mais vous n'arrivez pas à dormir. Quelque chose vous dérange. Vous fermez les yeux le plus fort possible, mais vous sentez que quelque chose vous regarde. Vous vous dites que ce n'est que votre imagination. Pourtant, une voix se fait entendre. Ouais, moi aussi, Ryan, il y en a beaucoup. Elle n'est pas assez forte pour être comprise et semble trop lointaine pour qu'on soit sûr que c'en est une, et vous refermez les yeux. Le froid tombe brutalement dans votre chambre, ce qui est bizarre pour cette nuit estivale. Des bruits de pas se font entendre à la porte de votre placard. Le plancher craque. Vous doutez que c'est le bois de votre maison qui travaille.
encore le fruit de votre imagination. Vous ne pouvez pas vous retourner. Vous le voulez, mais vous ne pouvez pas. Quelque chose vous retient, mais vous ne sentez aucun contact. Vous commencez à transpirer malgré le froid insupportable qui règne. Le plancher craque de nouveau et vous prenez peur. Le bruit est trop pesant pour que ce soit que le bois. Vous n'arrivez toujours pas à vous retourner vers la direction du bruit qui se fait entendre vers le placard. La porte grince, elle s'ouvre lentement et vous ne croyez plus en votre imagination. Coucou Méphisto. Vous arrivez finalement à vous enfuir vers la porte de votre chambre en titubant et vous vous réfugiez vers la porte de votre petit frère car vos parents ne sont pas là ce soir-là. C'est comme dans un film d'horreur, enfermé avec un taré psychopathe qui essaye de vous attraper. Sa porte ne s'ouvre pas immédiatement et vous y frappez et elle s'ouvre enfin. Vous réveillez votre frère en le secouant, la température n'a pas changé et il y fait tout aussi froid. Mais votre pire frayeur ne se présente pas, il est vivant et il se réveille. Il n'a pas l'air fatigué, il sourit bizarrement et vous demande pourquoi vous êtes là. Les bruits de votre chambre n'ont pas diminué et semblent se rapprocher dangereusement de la sienne. Soudain, les bruits semblent s'arrêter, tout a disparu, il n'y a plus rien. La température redevient normale, mais votre frère vous demande de regarder sous son lit. Un petit bruit s'était fait entendre. Vous décidez de regarder prudemment sous son lit. Votre frère est là, et il dit d'une voix effrayée, « Il y a quelqu'un dans mon lit. » Vous vous relevez aussi doucement que vous êtes levé. Il est là, à vous regarder, avec le même sourire étrange, allongé et étrangement détendu. La voix entendue précédemment se refait entendre, mais bien plus claire qu'avant. « Tu as gagné mon jeu, Bibou. Tu as gagné mon jeu. » Bon, attendez. Allez, je attendez, je retrouve où j'étais. Tu as gagné mon jeu. On refait une partie. Le garçon sur le lit de votre frère vous précise de répondre à la question. Vous préférez répondre « Partez de ma maison ». Le garçon sourit une dernière fois et quitta la chambre tranquillement. Le bruit de ses pas se font entendre dans les escaliers. Il laisse frapper ses doigts le long des murs et le bruit paraît fort comme de longues griffes grattant de la pierre. Votre frère remonte enfin sur son lit, vivant mais néanmoins tout blanc. Il a atrocement peur. Vous dites que c'est terminé sans pour être sûr de ce que vous dites et à cet instant, toutes les lumières s'éteignent. Le noir est complet, mais quelque chose fait que vous voyez un tout petit peu dans la pénombre. Votre frère est figé. Il regarde au-dessus de vous et un terrible tremblement le secoue de toutes parts. C'est alors que vous allez vous retourner. Votre regard se fixe sur la source de la lumière et ce sont deux petits yeux gris avec des pupilles fines à la verticale qui vous fixent d'un air amusé. Mais même si rien ne vous le démontre, une bouche se dessine lentement. Elle est grande et pleine de dents et d'une voix puissante et emplie de folie vous demande « Tu es sûr que tu ne veux pas jouer avec nous ?» Voilà, c'était l'histoire suivante. Tu veux jouer ?
L'histoire suivante s'appelle Une nuit d'effroi. Témoignage trouvé sur le site de occulte.net. C'est un mail qui a été envoyé le 21 octobre 2013 à 7h28 du matin. Le pseudo, c'est Tex et le prénom, c'est Johan. La ville, ça a été envoyé de Gex, en France. Donc, c'est une histoire qui est arrivée en France. Choupi. Je raconte cette histoire aujourd'hui, car cela fait 20 ans que je n'ai toujours pas de réponse à ce que j'ai vécu. Voyant de plus en plus de témoignages similaires aux miens, je me lance alors à mon tour pour raconter cette expérience avec ce qui semble être un poltergeist, ce qui a totalement changé ma vie. Jim, s'il te plaît. À l'âge de 10 ans, je suis partie avec ma famille rejoindre ma tante, par alliance, son mari et leur fils dans leur maison qu'ils venaient d'emménager dans la célèbre ville de Chartres. Une maison pratiquement neuve, moderne et en lotissement. Sur les abords de ce lotissement se trouvait situé à environ 200 mètres un château qui dégageait une sensation étrange mais loin du cliché des châteaux hantés. Une énorme étendue d'herbe séparait le lotissement du château. Nous avons donc passé 4 jours avec ma mère, mes 2 sœurs et mon beau-père dans cette maison pour rendre visite. Les 2 premiers jours, j'ai dormi avec ma grande sœur dans le bureau assez vaste, aménagé pour l'occasion, en chambre, située au rez-de-chaussée. À l'étage dormaient alors ma mère et mon beau-père dans une chambre, ma petite sœur dans une seconde et enfin mon cousin et ses parents dans la chambre habituellement occupée par le couple. Au 3e jour, ma mère m'a demandé de dormir dans la chambre occupée par ma petite sœur, car elle ne dormait pas très bien et se réveillait souvent la nuit pour les rejoindre dans leur chambre. J'étais très loin de penser que cette nuit-là allait être la pire de ma vie. L'après-midi de cette 3e journée, j'étais assis devant la maison avec mon cousin. Il m'a alors confié que cette chambre était son ancienne chambre et qu'il ne voulait plus y passer la nuit seul. Il me disait que quelqu'un s'amusait à jeter des cailloux contre ses volets et qu'il avait essayé de surprendre le ou les coupables en vain. Je dois avouer que la première impression que j'ai ressentie, c'est qu'il essayait de me faire peur ou de m'impressionner. À l'époque, j'étais un gamin assez critique et je ne croyais pas aux fantômes. Il n'insista donc pas avec son histoire. Le soir venu, je ne pensais déjà plus à cette histoire de cailloux. Je me suis alors couchée sans aucun souci et endormie normalement. C'est alors qu'à 2h du matin, je me suis réveillée soudainement, pas à cause de bruit, mais sans raison apparente. J'avais essayé de me rendormir, mais impossible. C'est environ une dizaine de minutes plus tard que j'ai commencé à entendre des cailloux cogner sur le volet de ma chambre. J'ai rigolé intérieurement en me disant que c'était mon cousin qui était derrière tout ça. Je suis alors allée directement dans la chambre de ma tante. Mon cousin était là, vraiment, endormi et calme. J'ai pris la décision de régler le mystère de cailloux à ma façon et de guetter derrière les volets pour pouvoir surprendre le ou la personne impliquée dans cette mascarade. Quand je suis revenue dans ma chambre, il n'y avait plus aucun bruit. J'ai donc décidé d'ouvrir les fenêtres, mais en laissant les volets fermés et le socket déverrouillé pour pouvoir ouvrir très vite et enfin apercevoir quelqu'un s'enfuir. Comme je n'entendais plus rien pendant un certain temps, je me suis recouchée et c'est à ce moment-là que les bruits ont recommencé. Je me suis approchée du rebord de la fenêtre et le bruit de cailloux
était vraiment distinct et régulier contre le volet. Lorsqu'un caillou a alors à peine touché le volet, j'ai décidé d'ouvrir d'un coup et enfin d'apercevoir quelqu'un. Lily, viens par ici. Viens là ma choupette. Attendez, hein, j'étais où? Je me suis approchée du rebord de la fenêtre et le bruit de cailloux était vraiment distinct et régulier contre le volet. Lorsqu'un caillou a alors à peine touché le volet, j'ai décidé d'ouvrir d'un coup et enfin d'apercevoir quelqu'un. Hélas, personne n'était devant et il aurait été impossible à qui que ce soit de pouvoir se cacher, tout simplement parce qu'il n'y avait rien pour se cacher. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser les questions. J'ai alors refermé le volet et j'ai pensé que je devais certainement halluciner, mais les volets à peine fermés, le bruit a recommencé. C'est à ce moment-là que j'ai eu un frisson incompréhensible, un mélange de peur et d'interrogation. J'ai alors ouvert les volets pour la seconde fois et je n'ai trouvé que le grand calme de la nuit comme réponse. Je me suis retrouvée seule et sans réponse face à ce qu'il se passait. Je me suis alors réfugiée sous ma couverture en espérant qu'une seule chose, me rendormir au plus vite. Les bruits de cailloux ont cessé pour laisser place à un autre bruit dont mon cousin ne m'avait pas parlé, les escaliers. Un grand escalier en bois massif qui reliait le salon avec les chambres du haut. Et j'ai alors entendu des bruits de pas extrêmement lourds qui descendaient les escaliers en courant et une porte du salon claquait à en faire trembler toute la maison. Je me suis alors levée, pensant que quelqu'un de la famille était à l'origine de ce vacarme. J'ai ouvert ma porte et je me suis retrouvée en haut des escaliers. Deux choses me paraissaient bizarres. Premièrement, est-ce que descendre ces escaliers en courant sans lumière était dangereux? Et deuxièmement, que le bruit aurait dû réveiller au moins quelqu'un de la maison. Après quelques minutes où j'ai dû me gonfler de courage, je suis alors descendue dans le salon pour voir de mes yeux si quelqu'un était en bas. Très grosse déception, découvrant que personne de la maison n'était à l'origine de tout ça. J'ai alors vérifié que la porte d'entrée de la maison était bel et bien fermée à clé et je suis remontée dans ma chambre. La porte de ma chambre à peine fermée. J'ai entendu ces pas lourds et cette fois, les pas montaient avec une régularité et une lenteur effrayante pour finalement s'arrêter devant la chambre de ma tante. Je suis alors partie aussi vite que j'ai pu sous la couette, tout en tremblant comme une feuille. Les pas se sont arrêtés et c'est alors que le bruit de cailloux s'est à nouveau fait entendre. Je ne sais pas combien de temps je suis restée sous la couette, mais les cailloux n'ont pas cessé de cogner le volet. Reprenant mon courage à deux mains, j'ai décidé de réouvrir le volet. Mais là encore, rien. Rien n'était devant la maison pour expliquer qui pouvait jeter ces cailloux. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à s'empirer. Je n'ai pas fermé les volets, mais la fenêtre, et celle-ci à peine fermée, une poignée de cailloux est venue s'abattre sur la vitre avec une extrême violence. Je suis même tombée à la renverse sous la peur de cette attaque. J'ai vraiment cru que les vitres allaient voler en éclats. Tétanisée et abasourdie, j'ai décidé quelques minutes plus tard de me relever avec l'envie de rejoindre la chambre de ma tante afin de m'y réfugier. Le coup de grâce fut au moment d'ouvrir la porte. J'allais ouvrir cette porte lorsqu'un énorme coup dans la porte fit trembler celle-ci. Le coup était tellement fort que j'ai eu l'impression de sentir une vague de choc me traverser littéralement et faire trembler les murs de la maison. À ce moment-là, je n'avais envie que d'une chose, que quelqu'un se réveille et vienne à mon secours et me demander si c'était moi qui faisais tout ce bruit. Mais personne n'est venu.
Je ne sais pas combien de temps je suis restée debout devant la porte, tétanisée, mais j'ai ouvert la porte et j'ai couru le plus vite possible les quelques mètres qui me séparaient de la chambre de ma tante, et j'ai alors dormi le reste de la nuit avec elle et mon oncle, enfin, ce qu'il en restait. Voilà. Qu'est-ce que vous me dites? Oui, patience, Ryan, patience. T'as pris celui-là aussi, Choupi? C'est des histoires très flippantes. Ouais. Sans plus, moi, je trouve. J'oserais rester caché sous la couette. Je me doute, Méphisto. Beaucoup, je pense, auraient fait comme toi. C'est rester caché. L'iPhone 14. J'aime pas les iPhones. Ah, c'est ouf ça. Je suis juste à côté du radiateur et mes pieds, je l'ai encore. L'histoire suivante, c'est Rémos. Oh, ça fait que 2 jours. Voici le récit d'un village parlant d'un garçon, sans yeux qu'une amie m'a raconté. Tout commença chez ce fameux garçon, un jour où il était seul avec sa mère après le divorce de ses parents. Ce dernier ayant profondément affecté sa mère, lui causant des soucis. La plupart des personnes le savaient malade, bien que les deux n'ont rien à voir. Ce problème lui causa parfois des soucis, mais il arriva malgré tout à le cacher à son fils. Ce jour-là, sa mère était dans la cuisine en train de faire le souper. Elle était en train de couper les carottes quand il eut cette fameuse crise de peur. Elle passa généralement, elle passait généralement, attendez, parce que la phrase là, elle ne veut pas dire grand-chose. Elle passait généralement, non, c'est pas, c'est quoi ça? Attendez, on va passer à la suivante parce que celle-là, elle n'est pas très, très français. Hein. Ça fait déjà la 4e fois que je corrige la phrase. C'est ton ordi qui a fait le bip? Quel bip? De quel bip vous me parlez? Ça fait du bruit en continu. Ça faisait pas ça tout à l'heure? Ça fait un tututut. Hein? Un tututut. Comme un criquet, mais ça le fait depuis le début du live. Ah, c'est peut-être le PC alors. Ça vient peut-être du PC.
Non, ça vient du PC, ça. Tout est incorporé ici, hein. Le micro, la cam, tout est dedans, hein. C'est pour ça. Bon, allez, on va lire l'histoire suivante. C'est Nightmare Flex. Vous le connaissez tous, mais vous ne savez peut-être pas son nom, si son histoire, mais vous savez qui il est. Il est celui qui se cache dans l'obscurité, celui qui vous poursuit dans vos cauchemars. Il est celui dont vous avez peur la nuit. Il se cache dans vos pires craintes et dans les coins sombres que vous préférez éviter. Ceci est mon histoire. Un après-midi ensoleillé, il s'ennuyait tout seul dans sa chambre. Il se décida d'appeler son meilleur ami pour aller jouer dehors après avoir demandé l'accord de sa maman. Il saisit le téléphone familial et composa un numéro. Après plusieurs bips, il entendit la voix de la mère de son ami. « Allô ? Bonjour, c'est Alexandre. Est-ce que Tom est là ? demanda-t-il. « Oui, bien sûr. Je te le passe, ne quitte pas. »« Allô, Alexandre ? Tom, tu veux aller jouer dehors ?» Il ne lui laissa pas le temps de répondre et reprit. « Rendez-vous sur la falaise du vieux marin. À tout de suite. » Puis, il raccrocha sans écouter la réponse de son ami. Il alla chercher sa veste et ses chaussures qu'il mit rapidement, puis il embrassa sa mère qui lui demanda d'être prudent et de ne pas accepter de bonbons de la part d'étrangers. Il lui répondit qu'il promettait que oui et ferma la porte avant de se rendre sur le trottoir. C'était une belle journée de printemps. Les oiseaux chantaient joyeusement, il faisait plutôt chaud, mais connaissant la devise, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Alors, il ne s'en était pas fait avoir en mettant juste un t-shirt et un pantalon qui lui arrivaient aux genoux, comme il l'avait fait l'année dernière, au même moment de l'année. Il passa devant une vitrine et vit un clown, un homme déguisé sans doute, avec des sachets de bonbons et des ballons dans la main. Il paraissait triste et le salua de la main. Alex l'ignora, et quand il se retourna pour voir s'il le suivait, il avait disparu. Envolé avec ses ballons, se disait-il. Il ne s'attarda pas et continua son chemin et passait devant tout le lotissement avant de tourner à droite et de gravir la petite pente et arriver sur la petite butte qui surplombait la mer et ses rebonds continuels. Elle faisait au moins 3 ou 4 mètres. Tom était arrivé avant lui. Il habitait tout près de chez Alex. Il avait les cheveux en bataille, des petites lunettes rondes tombaient sur son petit nez en trompette. Il portait une chemise blanche sans manches et un pantalon marron qui s'arrêtait au niveau des genoux. Il n'avait pas l'air content d'être ici. Il avait les bras croisés sur sa poitrine et il faisait la tête. Les sourcils étaient froncés et son nez aussi. « Qu'est-ce qu'il y a, Tom ? Mes parents ne veulent pas qu'on vienne ici. » Le visage souriant d'Alexandre devint rouge de colère et ses sourcils s'étaient froncés. « Pourquoi tu dis à tes parents où on se trouve ? C'est notre planque. »« Tu as fait un pacte, tu te souviens ?» cria Alex hors de lui. « Je suis désolé, commença Tom. Cela ne change rien. Tu n'as pas tenu ta promesse. » Il se posta devant lui. Pour un garçon de 12 ans, il était particulièrement grand. Il dévisagea son ami, puis répliqua tout en le regardant devant les yeux qu'il était dorénavant rempli de larmes. « Tu n'as pas tenu ta promesse. » Puis il le poussa de toutes les forces. Tom vacilla, puis tomba de la pente. Il s'écrasa sur la plage rocheuse en contrebas avec un fracas et un gros crac se fit entendre. Alex ne comprit pas ce qui lui avait pris. Comment il avait pu faire ça ? Il cria à l'aide et entendit des voix au loin et des personnes couraient dans sa direction. Il se pencha pour voir le corps de son ami. Il voulait savoir s'il allait bien, s'il était toujours en vie. Alors il se mit à genoux, le plus proche du vide possible, et se pencha en tendant la main
vers son ami. « Attrape ma main, Tom !» cria-t-il. Son ami ne répondait pas, il continuait de le fixer avec les yeux ouverts. Il se pencha encore un peu et glissa sur ses mains avant de tomber lui aussi dans le vide. Il atterrit sur le corps de son ami qui amortit sa chute. Il entendit une femme hurler et des sirènes de pompiers qui se rapprochaient de plus en plus. Avant que le noir ne l'engloutisse complètement, il leva les yeux en l'air et revit le clown. Il paraissait content cette fois. Il avait lâché ses ballons rouges qui s'étaient perdus dans les airs. Il souriait à Alex de toutes ses dents. Il était anormalement pointu. Ses yeux se refermèrent quand le clown disparut. Les pompiers arrivèrent quelques minutes plus tard et ils ne purent sauver qu'Alexandre. Tom était en très mauvais état. Presque tous ses os étaient cassés. Et même si le médecin aurait pu faire quelque chose, il risquait de ne plus jamais savoir marcher. Alexandre resta 4 ans dans le coma sans donner signe de vie. Quand un jour ses yeux s'ouvrirent, miraculeusement. Sa mère était assise à côté de lui, elle avait vieilli, ses cheveux avaient blanchi, sans aucun doute par peur de perdre son petit fiston adoré. Son mari était mort quelques mois après l'hospitalisation de son fils dans un accident de voiture. Quand elle vit les yeux de son cher et tendre enfant de maintenant 16 ans, elle pleura, lui prit la main et courut chercher le médecin. Elle n'avait pas remarqué que le magnifique œil gauche de son fils était maintenant de couleur rouge sang. Quand elle revint en compagnie du médecin et des infirmières munies de leur matériel médical, Alexandre avait disparu de son lit. La blouse qu'il portait était soigneusement pliée sur la chaise à la place des vêtements que sa mère avait pris soin de déposer le matin. Elle avait ce rituel de poser des vêtements de sa taille tous les matins depuis l'accident, en espérant le voir les porter un jour. Elle marcha jusqu'au lit vide où se trouvait son fils un peu plus tôt et s'effondra en pleurs. Les infirmières firent ce qu'elles purent pour consoler la dame. Plus tard, celle-ci mit fin à ses jours en sautant de la même falaise que son fils, en se noyant dans sa chute. Alex, quant à lui, restait introuvable, mais il était toujours vivant. Il vagabondait dans une forêt à la recherche d'une personne particulière. Il ne savait pas de qui il s'agissait, mais quelque chose lui disait que quand il la trouverait, il la reconnaîtrait. Il la reconnaîtrait entre 1000, car c'était un clown. C'est qui dragouille qui? Qui c'est qui fait des bêtises encore? Pas moi. Ryan, sauve-moi. Ah, Chad. C'est jamais Ryan de toute façon. Ne me mets pas dans tes bourbiers, Chad. Qu'est-ce qu'il a fait encore, Chad? Allez, Chadou, qu'est-ce que tu as fait comme bêtise? Il faut sauver le soldat Ryan. Voilà. Rien. Qui va m'expliquer les bêtises que vous faites? Il a mangé trop d'M&M's. Non, vous ne parliez pas de ça.
Je suis pas un garçon facile. Ah, mais c'est Stella. C'est Stella et Shadow. J'ai rien parlé. Mince, je suis débusquée. Après, c'est pas très difficile, hein. C'est pas très difficile, hein. Je te connais, Stella, hein. Stella, elle est dévergondée par moments. C'est parti sur la faute d'orthographe de mon blaze à la base. Oui, j'ai vu. Ah, merci, Choupi. On va passer encore à une et puis ce sera bien pour ce soir. J'ai vu ça qu'elle avait noté que son doigt il avait glissé. J'ai vu. Mais non, je suis gentille, moi. Bah, Stella, elle a raison, c'est son côté décalé. J'ai glissé, chef. C'est ambigu quand même. Bien sûr, si vous avez l'esprit mal placé, c'est ambigu. Mais sinon, c'est pas ambigu du tout. Oui, c'est ça, ton côté humour. Choupi n'en rajoute pas. Bon, allez, dernière histoire pour aujourd'hui. C'est Floating George, c'est le titre. Ils sont tous tordus. Je suis brun, je suis rond, et d'après l'homme en blanc que j'ai vu le mois dernier, j'ai 10 sur 10. Donc je suppose que tout va bien. Jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que j'ai plutôt bien supposé. Je dis jusqu'à maintenant car je ne peux pas me détacher de ce que je viens de voir. Une tête sans corps, une tête blafarde coiffée d'un chapeau, aux yeux et aux joues maquillées en vert et en rose fluo, à la bouche d'un orange quasi écarlate, possédant des dents blanches et difformes, et sur sa tête des cheveux roux, frisés, sales et ébouriffés. Il nous fixe, moi et l'autre. Elle nous fixe de manière presque vide, non? Pas seulement presque, de façon totalement vide, car oui, dans ses yeux, il n'y a rien. Juste un petit cercle flou et jaunâtre dans chaque. Cet être, enfin cette tête, devait être aveugle. Oui, c'est sûr, elle l'est. Mais visiblement, ça ne l'empêche pas de me voir. Elle nous fixe toujours. Ah non, elle s'approche et elle s'approche lentement. C'est un mouvement presque imperceptible, terrifiant. Ah, elle s'arrête. Elle est à peu près à 1 mètre de moi. Après un petit moment d'immobilité totale, la tête se mit à balancer de droite à gauche, et ainsi de suite pendant environ 1 minute. Au bout de cette interminable minute, je me sens lourd, mais lourd,
J'ai envie de me couvrir et de dormir. Mais comme cette tête ne m'inspire pas forcément confiance, je me dois de rester éveillée. Je ne peux pas résister. Je suis désolée, je m'endors. Je m'éveille brutalement par une grande secousse, sûrement due à la peur intense et oppressante qui me tord l'estomac. Bon, qu'importe, la tête n'est plus dans mon champ de vision, ça m'inquiète. Alors je me lève et non. La tête est en plein milieu de ma vue. Seulement là, je la vois d'en dessous. Et elle nous regarde encore, moi et l'autre, avec une certaine avidité. Il faut absolument que je m'enfuis, vite, immédiatement. Je balaye tous les environs et tiens, ce ne sont pas les mêmes avant que je m'endorme. Je suis dans une sorte d'écharge fumante, terne et sale. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, ce sont des cadavres. J'observe ces cadavres et je vois qu'au milieu du cou, les marques couvertes de moisissures ont l'air d'avoir été faites par des dents tranchantes, longues et pointues. Bon, je dois dire que c'est plutôt rassurant vu que la tête a des dents presque totalement plates, mais il n'empêche que la tête me regarde de manière démente et affamée. La tête remonte un peu et se fige à nouveau et regarde autour d'elle. Puis lentement, elle exécute une petite danse et si l'on peut appeler ce sautillement frénétique ainsi, à présent, elle semble chanter. Oui, oui, on dirait bien qu'elle chante. Je lis sur ses lèvres. Il est temps, de nouveau, de retrouver une vision d'antan. Tu ne peux pas te contrôler, tu ne pourras même plus bouger. Quant à moi, je verrai enfin mon reflet. Ouh là là, que ça commence à aller mal, très mal même. Zut, la tête, enfin, Floating George descend vers moi et je suis totalement pétrifiée. Je ne peux plus bouger. Je peux juste observer cet horrible spectacle. À 30 centimètres de moi, il s'immobilise. Pourquoi? L'explication ne tarda pas. Une ouverture de 40 centimètres de diamètre, garnie d'au moins 3 rangées de dents tranchantes, se fit là où on aurait dû se trouver un coup. Elle aurait dû se trouver un coup. C'est répugnant. Dans ce crâne visiblement presque vide, il y a des bouts de chair et de sang, de moisie, une espèce de poudre blanchâtre collée sur la paroi et toutes des sortes de pourritures. Je crois que jamais je n'ai vu plus dégoûtant de toute mon existence. Non, je le sais, c'est la fin, je suis à l'intérieur de cette chose infernale. Je me sens tiraillée. Mon foyer, il est broyé, mâché, réduit. C'est dégueulasse. Lorsque ce balai de sang endiablé fut terminé, tout fut lâché sauf moi et l'autre. Nous devons rester dans ce qui ressemble à une bouche, mais qui n'en est pas une. À présent, je suis happée par une espèce de tube dans ce que l'on pourrait qualifier un globe oculaire vide et transparent. Maintenant, je revois de nouveau l'extérieur, mais je le vois différemment. Je vois les arbres, la rue, les immeubles et tout mon univers normalement. Seuls les gens ne tournent pas rond. Je les vois en noir et blanc, un chiffre bleu et fantomatique flottant au-dessus de chacun de leurs yeux. Ces nombres étaient notés sur 1000. Tous ceux qui ont une note inférieure à 900 sont d'un bleu clair et brillant, tandis que les autres, un bleu marine presque noir. Ah, devant moi, une femme. 957 à l'œil gauche, 984 à l'œil droit. Malgré ma douleur, je suis obligée de la fixer. Oui, j'ai mal, terriblement mal. Cette douleur insoutenable est très certainement due aux épines sûrement empoisonnées que Floating
Georges plantait allègrement en moi. Je commençais à moisir, à sécher et surtout à mourir. Au bout de 3 jours, j'étais totalement desséchée et sur le point de mourir. Je me sentis tomber et atterrir sur un sol humide. Je vis Floating George partir en ricanant, avec son petit rire hystérique habituel. 1 heure plus tard, j'étais quasiment mort et lorsque je mourus dans les dernières minutes, j'ai su qu'on m'avait trouvé. Quelqu'un cria: un œil.